Bonjour à tous et à toutes. On est à notre deuxième épisode du balado pour la suite. On cherche à travers ce balado à réfléchir à la société à partir des arts traditionnels et bien humblement aussi, on cherche à vous donner accès un peu aux réflexions qui jalonnent l'Arvoyure depuis les tout débuts. C'est-à-dire que pour produire nos événements, il y a de longs échanges et de longues discussions et beaucoup de questions. Donc, on cherche à vous partager tout ça. Je m'appelle Marie-Ève, je suis interprète dans l'Arvoyure et je pourrais dire depuis 2 semaines animatrice de podcast à temps très partiel. Et je suis en compagnie de Jonathan. Bonjour tout le monde, moi c'est Jonathan, cofondateur de l'Arvoyure et également désormais célèbre co-animateur de ce balado. Donc dans le cadre de la prochaine édition des Manteaux sur le lit puis les bottes dans le bain, on continue notre réflexion aujourd'hui autour de la question du territoire, ou plutôt des territoires. Oui, on est parti du fait que le territoire peut prendre plusieurs formes topographiques, donc c'est un lieu social, politique, culturel, spirituel et même physique, si on pense aux danseurs, danseuses. Penser à partir du territoire, nous, ça nous a amené aussi à penser à la question des frontières et donc des distinctions, de l'exclusion, mais aussi à l'inverse, de l'inclusion et des relations. Donc, c'est un peu ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a justement eu une très agréable rencontre avec François-Xavier Duhem et Kate Beaven-Baker, 2 artistes qui participeront à la prochaine édition de notre événement. Et si j'avais à résumer ce dont on a parlé aujourd'hui, Jo, je dirais jam. On a parlé de jam, on a parlé quand même de l'épineuse question de la culture celte ou celtique, de la porosité des pratiques et ça a glissé jusqu'au farfadet tout ça. Donc on vous souhaite une bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de François-Xavier Duhem. Donc, François-Xavier est un musicien breton établi à Montréal depuis une dizaine d'années. François-Xavier, ou FX pour les intimes, évolue dans la musique traditionnelle celtique tout en continuant des explorations dans les musiques modales d'Europe de l'Est et la musique électronique. Très actif sur la scène traditionnelle du Québec, FX joue régulièrement pour des événements de danse européenne et performe sur scène avec Cavaz, Montrose et Sally Gold. Bonjour FX. Bonjour Marie-Ève. On est aussi également en compagnie de Kate Beaven-Baker. Originaire de Terre-Neuve, Kate Beaven-Baker est une violoniste, chanteuse et pédagogue. Son univers musical s'étend du classique au jazz en passant par les traditions celtiques et québécoises. Formée au violon classique aux universités Memorial et McGill, Kate détient également un doctorat de l'Université Concordia portant sur la musique irlandaise. Elle se produit régulièrement en Amérique du Nord, en Europe, en Russie et en Chine avec divers ensembles et orchestres. Bonjour Kate. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on se demandait, considérant votre parcours, comment vous êtes rentré en contact avec la musique traditionnelle québécoise. FX, est-ce que tu voudrais commencer? Oui, carrément. Moi, je suis arrivé, c'est ça, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, 14 ans. Je suis issu d'autres musiques traditionnelles, la musique surtout bretonne, irlandais un peu. Donc ça, je suis arrivé il y a 14 ans et en l'espace d'un an, je jouais déjà dans les jams de musique québécoise. J'ai construit mon réseau à partir de là. Ça a été assez une évidence. Et comme breton, qu'est-ce qui t'a amené à la musique irlandaise? Un intérêt, je pense. C'est plus dans mon parcours, ma jeunesse, j'ai pas passé toute ma vie avant en Bretagne. J'ai déménagé dans différents endroits, le sud de la France, mais aussi en Martinique à la fin, avant d'être adulte et de voler de mes propres ailes. Et donc en Martinique, j'ai arrêté la musique bretonne pour certaines raisons. Et mon ami de Brest, à l'époque, commençait la flûte traversière en bois. Et il m'a dit, mec, c'est trop bien, teste ça. Et ça a commencé de là. Donc, c'est à partir de la Martinique que tu t'es rendu jusqu'en Irlande. Oui. OK. C'est ça. Ça fait pas trop de sens, mais oui. Quand même inattendu comme parcours. Peut-être un peu, oui. Et pour toi, Kate? Pour la musique québécoise, ça fait seulement à peu près 5 ans. Ça fait 15 ans que je suis à Montréal. C'était pour faire ma maîtrise en classique. OK. Donc, je pensais être à Montréal seulement 2 années. Mais je suis toujours là. Pendant la pandémie, j'ai commencé à jouer beaucoup de trad québécoise. J'ai formé un duo avec une autre violoniste québécoise et j'ai commencé d'aller dans les jams québécois et j'ai vraiment tombé en amour avec la musique trad québécoise. C'était pas la première fois que j'ai écouté la trad québécoise, mais
pour jouer et apprendre un nouveau répertoire, ça fait 5 ans que je travaille sur mon français, la langue française et la musique trad québécoise. Donc, tu fais un peu les deux du même coup. Oui. Le français et la musique. C'est ma nouvelle vie. Wow. Puis quand tu étais à Terre-Neuve, est-ce que tu avais déjà eu un intérêt pour d'autres formes de musique traditionnelle? Oui. J'ai grandi avec beaucoup de musique trad dans ma vie. Mon père est écossais, donc chaque été, on est allé en Écosse. J'ai de la musique sur les deux côtés de ma famille. J'ai joué du trad depuis que j'avais 6 ou 7 ans, en même temps que la musique classique. Donc, j'ai fait des cours de violon classique et en été, j'ai appris des mélodies, des airs trad de mes tantes en Écosse. Wow. J'avais 2, oui. Puis qu'est-ce qui t'a fait un peu plus choisir la musique classique? À l'université, j'avais pas le choix d'étudier en classique, mais j'ai formé des groupes trad, donc j'ai toujours gardé les deux dans ma vie, mais à l'université, je pensais toujours à être une violoniste classique, je veux jouer dans un orchestre, c'était mon plan, mais quand je suis arrivée à Montréal, j'ai découvert beaucoup d'autres traditions. La musique traditionnelle irlandaise, c'est très vivante ici. Et la trad québécoise aussi. Donc, j'ai réalisé que je veux pas jouer dans un orchestre. Je veux jouer la trad avec les gens et continuer à apprendre la musique trad parce que ça finit jamais. Et c'est beaucoup plus ouverte et libre que la musique classique. Donc, je joue classique toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Puis au fond, quand tu t'es formée en trad, qui sont les gens qui te forment actuellement? C'était ma tante, Kate. Okay. Oh. Je porte son nom. Big Kate et moi, je suis Wee Kate, Petit Kate. Donc, pour des cadeaux de Noël, pour des cadeaux de fête, j'ai reçu des cassettes audio de elle en jouant des mélodies moins vite pour moi et elle a composé des tunes pour moi. C'était vraiment des beaux cadeaux. Ben oui. Ouais. Puis est-ce qu'elle a comme une carrière oui. en Écosse? Oui, elle fait de la musique trad comme à temps partiel. OK. Ouais. Puis pour la musique trad québécoise, comment tu te formes? C'était des amis, grâce à des amis, puis les jams. Ouais. On dirait que c'est aussi la même chose pour toi, François-Xavier. Ouais. C'est à travers les jams que la transmission s'est faite? Oui, même, il me semble, à l'époque, quand je suis arrivé en 2012, il me semble que le jam, notamment du vice-versa, s'essoufflait un peu à l'époque. Je suis arrivé un peu dans un creux, je pense, où il y avait moins de jam de musique traditionnelle québécoise à Montréal. Et je suis arrivé à l'année où il y a Patrice Boucher qui avait lancé les jams à l'escalier. Ces fameux jams. C'est ça. Et alors, je sais pas, est-ce que le répertoire québécois, c'est lui qui l'a choisi? Enfin, je pense qu'il y a une partie des morceaux que Patrice Boucher a amené, mais qu'en fait, après, les musiciens québécois et musiciennes québécoises ont amené aussi. Je suis arrivé au début du bouillon, en fait, où on a commencé à mettre les choses dans la marmite. J'avais pas du tout de répertoire québécois, aucune connaissance, et ça a été vraiment une porte d'entrée accélérée pour moi. Est-ce que les jams, pour vous, autant Kate que Fix, ça a été finalement un outil d'intégration? C'était un outil, au-delà de la musique trad québécoise, j'ai l'impression d'accéder à la culture québécoise plus largement? Ah ouais, Oui, ouais. absolument. Moi, ça a été un... Comment dire? Je suis arrivé, en fait, j'ai fait des études d'ingénierie à côté. Donc, j'étais à l'université aussi en même temps. Donc, j'étais avec des Français, des Françaises qui venaient la même année que moi. Et je le voyais au bout d'un an... qui c'est qu'on avait rencontré, quel réseau chacun on avait tissé. Tous mes amis, je les ai faits en grande partie, mais en grande majorité, par les jams et la musique québécoise. Ça a été socialement et musicalement. Oui, pour moi aussi, c'était social. Après la pandémie, ça m'a manqué beaucoup de faire la musique avec les gens. Puis j'ai découvert les jams à Montréal. J'ai dit, comment ça que ça fait 10 ans et je suis jamais allée dans les jams québécois. Donc pour moi, c'était social et c'était mon entrée pour la musique québécoise. Puis est-ce que c'est dur d'arriver avec, oui, un parcours, oui, des connaissances sur la musique traditionnelle, mais d'arriver dans un jam qui est de la musique que vous avez jamais nécessairement pratiquée? Est-ce que c'est difficile? Au début. Oui. Comment on s'y prend? Faut écouter beaucoup Oui. de musique. Moi, je suis arrivé avec déjà du vocabulaire irlandais. Et au début, j'ai même fait en fait l'erreur de... Parce qu'il y a des reels québécois qui sont quasiment identiques avec des reels irlandais. Donc en fait, je me disais, les morceaux que j'entendais, que j'apprenais d'oreille dans les jams, je les jouais avec le vocabulaire d'irlandais. Et en fait, ça m'a pris vraiment, je pense, sur les 14 ans que je suis là, je pense que ça m'a pris un bon 5-6 ans avant de comprendre que
je grouvais pas comme il fallait. Mhm. Vu que je fais de la flûte traversière en bois, c'est assez peu répandu ici. Il a fallu que je prête vraiment attention en fait au jeu de violoneux ici. C'est très très particulier et Mhm. très difficile à imiter, je trouve. Ouais. C'est difficile, mais j'aime le, j'aime le défi. Puis est-ce que vous sentez que, parce que dans les jams de musique québécoise, il y a essentiellement du répertoire québécois qui est pratiqué avec toute sa diversité et toutes ses influences, est-ce que vous avez eu parfois envie d'amener, vous, votre répertoire à ces jams-là, ou est-ce que vous sentez que vous avez eu une place aussi pour amener vos autres influences, que ce soit de l'Est du Canada, de l'Écosse, de l'Irlande ou Mhm. de Bretagne? Oui, je trouve que les gens sont très ouverts à ça. Puis à la fin des soirées, c'est souvent plus ouvert pour jouer d'autres styles. Puis s'il y a des musiciens en passant à Montréal d'Europe ou Terre-Neuve, ils sont bienvenus de jouer leur répertoire aussi. Donc oui, je me sens confortable de jouer quelques pièces d'Irlande ou de Terre-Neuve dans les jams. Moi, j'irais nuancer un petit peu quand même. Et ça, je pense que c'est dans n'importe quelle musique trad et les jams, il y a une étiquette en fait. Chaque jam a en fait ses organisateurs et qui fixent un peu leurs règles. Et donc, moi, je trouve que de base, quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, bah, tu joues pas si on t'invite pas à jouer, en fait, à moins que tu connaisses les morceaux. Le fait d'aller jouer quelque chose de mon répertoire que je pense forcément les gens connaissent pas, j'irai pas le faire de moi-même, à moins que ça soit vraiment un jam que je gère moi, et encore, je le ferai pas trop. J'avais mentionné l'escalier tantôt. C'est un de ces jams qui était très ouvert, en fait, très accueillant, en fait, et dès qu'il y avait quelqu'un qu'on connaissait pas, on va le contacter, comment ça va, est-ce que tu veux jouer un morceau? Mais ça, c'est un genre de jam. Je pense que dans d'autres jams, et je n'aurais pas forcément en tête, peut-être qu'ils sont un peu plus entre guillemets conservateurs, à vouloir garder un répertoire et que ça soit un peu plus compliqué de rentrer. Ce qui est bien aussi, parce que c'est important là, de conserver aussi la tradition et de pas trop mélanger. Je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. C'est comme s'il y a des frontières qui sont établies. Là. Tantôt, vu qu'on était sur le thème du territoire, Mhm. il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire ou des morceaux à jouer plus que d'autres, si au fond je comprends bien. C'est plus une question de politesse, je pense, quelque part. Par exemple, la musique québécoise et la musique irlandaise, je trouve ces musiques plus proches entre elles que le québécois par rapport au breton, mettons, Mhm. ou au klezmer, ou d'autres genres de... Mhm. Et donc, si tu mets pas une limite claire et de mettre d'un côté qu'est-ce qui est musique québécoise et de l'autre côté qu'est-ce qui est musique irlandaise et dire que là, ça se mélange pas à un certain endroit, enfin, sinon on fait aucune différence, en fait. Donc, je pense que ça, c'est important quand même de revendiquer un peu la territorialité de ce qu'on joue. Pour savoir de quoi on parle, ouais. Puis tantôt, tu as parlé d'une notion comme d'imitation, en fait. Tu as dit au début, je suis arrivée puis je me suis mis dans le projet un peu d'imiter la groove québécoise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore le sentiment que tu es dans ce rapport-là d'imitation? Ben pour moi, l'imitation, c'est l'apprentissage en général. Okay. La musique trad, en général, c'est une musique qui est très peu écrite. Ça passe par d'autres moyens d'apprentissage. Et c'est l'imitation visuelle, auditive. Donc ça passe vraiment par le fait d'aller intégrer des éléments qui ne sont pas forcément transmis à l'oral. Donc ça passe par l'imitation. Pour moi, forcément, je vais toujours imiter toute ma vie, même de la musique qui vient entre guillemets de chez moi. Je sais pas, OK. c'est ça. C'est comme, ça se marie un peu avec la notion d'interprétation aussi, peut-être? Ou, Comment ça? Ben, je sais pas, parce que, tu sais, imitation, c'est comme copier, alors que si on parle de la musique qui vient de chez toi, ben, c'est peut-être pas de la copie plus que de l'interpréter ou de la partager, non? Est-ce que c'est un bon point quand, par exemple, quand quelqu'un me demande est-ce que ce que tu fais, c'est des reprises ou pas? Qu'est-ce qui fait que c'est de la copie ou pas? Parce que, en tout cas, du côté de la musique, comment un groupe va trouver du nouveau répertoire? Soit il va le composer, soit en fait il va le récupérer de tel ou tel CD ou d'un jam, d'un autre groupe. Donc il y aura toujours aussi cette petite question, est-ce que c'est correct que j'enregistre ce que tu as joué là ou ce que même que tu as composé? Mais tout ça, ça fait partie de la copie. Moi, ce que je trouve, ce qui est de l'authenticité d'un projet de musique, c'est les arrangements en fait. L'instrumentation et comment c'est arrangé autour des morceaux. Mais pour moi, la base, le trad, c'est du partage et tout le monde doit copier, quoi. En fait, j'ai l'impression que si on revient à la question justement du territoire, ce qu'on fait, ce qu'on apprend, même quand c'est chez nous, on apprend par imitation des gens qui nous transmettent. Si moi, je fais de la danse traditionnelle québécoise, mais je la fais comme on me l'a enseigné, c'est-à-dire comme Martin Langlais l'a fait avant moi, qui m'a enseigné, ou comme Caroline Saint-Martin, ou des gens qui ont eu une importance dans mon parcours. J'imagine pour toi, Kate, que tes tantes écossaises ont eu une influence et dans ton jeu, on entend beaucoup le jeu de l'Écosse, même si tu joues du répertoire terre-neuvien.
par exemple. Mhm. Donc, au final, c'est des humains qui nous transmettent et on se remet Oui. à copier des humains plutôt que d'interpréter un territoire Ouais. quand on joue. Mhm. Et quand j'apprends une nouvelle tune, je prends pas la première version que je trouve en ligne. J'aime écouter plusieurs versions, les plus possibles. Il y a des partitions en ligne, mais ça marche vraiment pas pour la musique trad, je trouve. C'est vraiment une immersion et par l'oreille, il faut écouter parce que c'est pas une tradition écrite comme la musique classique. Puis quand je vois des partitions dans les projets classiques, toutes les indications sont sur la partition. La vitesse, le volume, les coups d'archet, j'ai beaucoup de règles à suivre. Mais pour la trad, c'est complètement libre. Je peux jouer à n'importe quelle vitesse, je peux faire mes propres coups d'archet. Donc, c'est ça que j'aime le plus dans la trad, que c'est ouvert. Je peux être influencée par les enregistrements, les groupes particuliers, mais c'est moi qui va mettre mon propre interprétation dans la musique. Puis est-ce que tu dirais que la façon dont toi tu le fais, ça mélange tous les cosses, tous les territoires en fait que Je pense que oui. t'habites? là? Oui. Ouais. Et ça dépend le contexte aussi. Ok. Si c'est un concert ou dans une jam, je joue pas la même pièce de la même façon chaque fois. Puis, est-ce que tu sens qu'inversement, maintenant que tu es au Québec, Mhm. que tu participes à des jams de musique québécoise, Mhm. que cette influence-là des musiciens québécois vienne avoir un impact sur ton jeu ou sur l'interprétation que tu as dans du répertoire qui est peut-être d'Écosse ou de Terre-Neuve? Oui, absolument. Puis je réalise pas, mais oui, ça m'influence. Ouais, mais en fait, on dirait que moi, je voulais savoir, c'est ça. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que des fois, tu dis, ah là, je vais me mettre en mode Terre-Neuve? Ou Non, c'est plus, c'est pas tout le temps conscient. OK. C'est juste automatique. Je pense pas à faire ça, mais je sais que parce que ma vie maintenant, c'est vraiment beaucoup de musique trad québécoise. Je parle beaucoup de français, je travaille avec des francophones, donc j'absorbe tout ça dans mon jeu. Puis est-ce que, on parle de tes autres répertoires traditionnels, mais est-ce que Mhm. ça a aussi une influence sur ton rapport à la musique classique? Oui, quand j'enseigne la musique classique, j'apporte des techniques de mon jeu trad à mes élèves en classique. OK. Parce que je trouve que ça aide. Les deux styles ont beaucoup en commun. C'est pas complètement séparé avec une frontière. Il y a beaucoup de crossover, donc j'essaie de penser à des techniques ou des choses qui peuvent être amenées dans les deux styles différents. C'est intéressant. Puis est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'il y avait un peu peut-être pas un problème ou une contradiction entre la musique classique qui va être plus perçue comme une grande culture, puis le trad qui est quand même plus vernaculaire ou je sais pas, c'est ça, populaire? Oui, à l'université puis dans les orchestres, c'est plus fermé ou séparé, la classique puis tous les autres styles. Mais dans la vraie vie, quand je fais des projets baroques mais avec la nef, c'est un ensemble de musiciens, puis des fois on fait des concerts plus baroques ou plus classiques ou plus trad, des chants de marins, puis tout le monde vient d'une formation différente, on a des parcours différents, mais dans la vraie vie, c'est pas grave d'avoir des musiciens classiques et musiciens trad sur scène en même temps. J'ai envie de poser une question similaire à toi, FX, parce que tu as des pratiques qui sont quand même très diversifiées, de la musique de Bretagne, d'Europe de l'Est, du Québec, d'Irlande. Est-ce que tu sens que certaines musiques, aux yeux des autres, ont une plus grande valeur ou un plus grand intérêt? Est-ce que tu sens qu'il y a une hiérarchie, pas de ta part à toi, mais de la part des gens qui écoutent ta musique ou qui t'entourent? Je pense que la plupart des gens savent pas trop ce que c'est la musique trad. Par exemple, en France, si je fais écouter le projet de musique irlandaise que je fais là, on va dire que c'est de la musique de farfadet, entre guillemets. On part un peu dans des clichés. Mais par contre, si je leur demande s'ils font une différence entre la musique bretonne ou irlandaise, ils seront pas capables. Même ma famille, en fait, c'est normal, en fait. Mais je pense que les gens qui ne sont pas dans le trad, ils vont juste pas trop savoir ce que c'est. Ils vont prendre ça pour du folklore. Donc ouais, je pense que les trad en général sont assez mal compris, peut-être, mal connus, alors que c'est hyper accessible. C'est drôle parce que c'est comme, on pose des questions sur le territoire, mais au fond, les gens se confondent temporellement la chose. Là. Des farfadets, c'est comme, souvent ça fait aussi... oui. Là,
temporellement, les Farfadons, on sait pas, là, mais Ouais. on rapporte ça au Moyen-Âge? Ça Non, se c'est peut-tu? plus Seigneur des Anneaux, Ah, OK. clairement, ouais. Ok. Genre, je fais le lien là dans ma tête, mais je pense que ça vient du Seigneur des Anneaux notamment. Mais on s'entend que les gens mélangent la musique ancienne et la musique trad. Il y a des amalgames qui se font alors qu'il y a absolument rien à voir entre les deux. Je pense que c'est un enjeu qu'on vit chacun, que ce soit au niveau de la danse ou de la musique. Là. Les gens qui pensent qu'on représente le passé alors qu'on fait des danses qui sont vivantes encore aujourd'hui ou de la musique qui est encore vivante aujourd'hui. J'ai l'impression que la flûte, ça pardonne pas. Là, comme, rapidement, c'est... Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis même, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, là, entre le baroque, je pense, alors je suis pas du tout expert, mais il me semble que la musique baroque a un peu quand même des liens avec la musique trad de son époque. C'était fait pour la danse. Voilà. Par contre, dès qu'on part plus dans la musique orchestrale, où là, ça part avec... c'est d'autres époques, en fait, après, on s'est un peu éloigné de ça, je pense. Mais la musique trad, en fait, elle a tout le temps été là, plus ou moins. Et elle a sûrement influencé bien plus qu'on le pense la musique savante. Quand je dis savante, c'est tous les genres depuis le baroque à moderne. Ben, aujourd'hui, c'est une distinction qu'on utilise, mais à l'époque, j'imagine que c'était pas ces distinctions-là. Là. Ce qu'on appelle aujourd'hui la musique trad, à un moment, ne l'était pas non plus nécessairement. Là. Donc, il a fallu qu'on divise puis qu'on institutionnalise en quelque part tout ça, là, j'ai l'impression. Là. Ouais, moi, j'ai une question. Je profite du fait que vous avez des pratiques, justement, qui viennent de différents territoires. Quand on parle de la culture celte, qui est... Puis on dirait qu'au Québec, on s'associe pas, j'ai l'impression, à cette culture-là, mais dès qu'on sort du Québec, on entend beaucoup, on voit les festivals celtiques, on voit... J'ai comme juste envie qu'on prenne un petit 2 minutes pour parler de ça représente quoi pour vous, cette culture celte-là, cette construction, en fait, de culture celte? Moi, je pense que c'est un abus de langage. Et plus tu creuses dans n'importe quel... on va considérer la grande famille des musiques traditionnelles celtiques. Quand tu commences à creuser dans n'importe quel genre de ces musiques-là, tu te rends compte qu'elles n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Enfin, il y a des débats sur le fait, par exemple, est-ce que la musique bretonne, est-ce qu'on la considère vraiment comme une musique celtique ? Alors qu'il y a énormément aujourd'hui de projets qui sont plus, depuis 20-30 ans, là, mais, qui sont orientés vers l'Est, l'Europe de l'Est, Moyen-Orient. Et il y a des sonorités qui vont plus parler à la musique bretonne qui viennent de là, plutôt que... tu vas pas jouer un morceau de musique bretonne à la manière irlandaise, ça marche pas. Il y a comme, je dirais même une plus grosse distinction. Mais enfin bref, dire la famille celtique, c'est un abus de langage, je pense. C'est une facilité pour un peu mettre dans un même panier plusieurs cultures. Et c'est sûr que peut-être que ces musiques dans cette famille-là sont plus proches entre elles qu'elles le sont, mettons, de la salsa. Mais ça, je pense que ça s'arrête là pour moi. Je pense que celtique, de mettre le nom celtique sur un festival, ça permet aux organisateurs d'avoir n'importe quel groupe de musique celtique qu'ils veulent. C'est des racines celtiques, oui, mais aujourd'hui, je pense, grâce à la technologie, la musique avec des racines celtiques, c'est vraiment différent maintenant à cause de technologie. Ah ouais? Ouais, des influences des pays différents, des compositions d'aujourd'hui sont pas comme la musique celtique de... Ah oui, c'est clair, je suis d'accord. Ouais. Donc, au fond, l'appellation celtique regroupe plusieurs territoires, mais n'est pas définie. C'est vraiment juste une culture ou un... En fait, c'est un mot qui a été utilisé pour regrouper plusieurs... C'est trop du général. Peut-être un super genre ou une super famille de... Mais qui serait plus ou moins, finalement, ancré historiquement et dans le territoire, si je comprends bien ce que vous dites. Ou est-ce qu'on n'a pas voulu l'ancrer dans une histoire qui est peut-être un peu interprétée, ou peut-être pas inventée, là, mais qui est surinterprétée peut-être, cette histoire-là. J'ai l'impression que dans le terme celtique, il y a comme une construction historiographique qui s'est faite à partir de quelque chose de très flou et quelque chose de très peu factuel. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'affect dedans. C'est peut-être même un argument plus de vente qu'autre chose, où comme la musique celtique va être pas mal représentée. Enfin, tu me dis celtique, je vois une cornemuse par exemple, ou un accordéon, enfin... par certains instruments, c'est ça. Après, je pense aussi, ça date, il me semble que c'était dans les années 70 qu'il y a eu le renouveau de la musique irlandaise. Donc je pense un peu le chef de file de tout ça, de cette mouvance-là, c'est la musique irlandaise qui a été très populaire il y a 40-50 ans, jusqu'à aujourd'hui, mais moins. Et que ça s'est construit de là, en fait. Et encore, je sais pas trop, parce que la musique bretonne, elle a toujours été là aussi, et puis elle a fait son bout de chemin. C'est assez complexe, ouais. C'est aussi qu'en fait, nous, même en gigue, on n'y échappe pas parce que ce renouveau dont tu parles,
c'est peut-être plus les années 90, mais avec Riverdance, dès qu'on fait de la gigue, on nous rapporte à ça comme directement. Puis on a une place, en fait, le Québec, la musique québécoise dans les festivals celtiques. Au Festival de Lorient, j'ai toujours vu y a le pavillon de l'Acadie, là. Mais, et puis là, récemment, là, depuis 2-3 ans, le festival, en tout cas de Lorient, s'intéresse à la musique québécoise, à la culture québécoise. Et je trouve ça très cool. Mais il y a toujours eu, moi, quand j'allais au Festival de Lorient quand j'étais petit, je voyais déjà le pavillon de l'Acadie. Je savais en tout cas qu'il y avait de la musique traditionnelle pas si loin de ce que je connais, qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Dossier celtique réglé. C'était dans les choses qu'on voulait justement faire aujourd'hui. Mais moi, j'aurais une question pour Kate. On a quand même beaucoup parlé de vos rapports à la musique québécoise par rapport au jam, mais j'ai fait quelques recherches, comme on dit. Mais parce que j'ai l'impression que tu as aussi tout un rapport plus intellectuel au territoire et à la musique sur un certain territoire. Je sais pas si tu avais envie un peu de nous en parler, mais je suis tombée, c'est ça, sur ta thèse qui travaillait la musique irlandaise sur le territoire de l'île du Prince-Édouard. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour toi et comment ça s'articule même aujourd'hui, peut-être avec ta pratique. Après ma maîtrise, j'ai découvert le département d'études irlandaises à Concordia. Et j'ai réalisé que je peux faire une autre recherche en musique trad. Et c'était une ouverture pour moi de découvrir que ma famille est à l'île du Prince-Édouard présentement. Je sais qu'il y a beaucoup de musique irlandaise sur l'île. Puis ça m'a intéressé beaucoup de creuser plus profondément sur ça. Donc, j'ai décidé de faire un doctorat sur la musique irlandaise à l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages en Irlande, puis à l'île, des archives. J'ai vu dans les livres les premières collections de tunes irlandaises qui étaient transportées à l'île. Puis j'ai enregistré les musiciens de maintenant. J'ai comparé les versions des airs dans les premières collections qui sont toujours jouées maintenant. Puis il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, mais je pense que c'est parce que c'est une île. C'est un peu isolé. Puis la musique n'a pas beaucoup changé dans les 200 années. Puis est-ce que tu as eu l'occasion aussi, j'imagine, de discuter avec des gens puis de tomber sur leur rapport, eux, à ça? Un peu, mais c'était plus beaucoup de transcription de la musique. Et, je comprends que potentiellement, le facteur géographique insulaire d'une île a pu avoir un impact potentiellement sur le répertoire, sur les voyages que le répertoire a eu sur le territoire aussi. Puis grâce à ça, quand j'entends une mélodie dans les jams à Montréal, c'est ça, c'est pas Rire des sorcières, ça, c'est Julia Delaney, ça vient d'Irlande. Donc, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup d'écoutes sur la musique irlandaise, je remarque beaucoup plus de choses au Québec. C'est drôle parce que je pensais que tu allais dire ça vient de l'île du Prince-Édouard, mais au fond, non, c'est ça. Les racines sont en Écosse et en Irlande. Puis tout le travail d'adaptation, d'intégration et de brassage, ça s'est pas vraiment passé sur l'île du Prince-Édouard? Pas comme dans les grandes villes. Non. OK. Donc, c'est vraiment comme un rapport, disons, j'aime pas le mot, mais pur au répertoire. Oui. OK. Puis, est-ce que cette recherche-là t'a fait voir des aspects de la musique traditionnelle ou différents? Est-ce que t'as comme repositionné par rapport à ce que tu concevais sur ça? Est-ce que ça t'a fait changer un peu ta perspective sur la musique traditionnelle que d'aller les étudier d'un point de vue aussi de chercheur? Ça n'a pas changé beaucoup de choses sur mon jeu de la musique, mais j'appréciais plus la musique trad et je vois que ça manque d'écriture de documenter la musique trad parce que il y a des jeunes qui jouent pas, puis leurs grands-parents qui sont décédés, puis on perd la musique trad. Donc, je trouve que c'est important de documenter la musique trad maintenant, avant que ça risque d'être perdu. Mais à Montréal, je trouve qu'au Québec, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'apprendre et continuer la tradition. Je sais pas si c'est pareil pour la danse. Il y a beaucoup de gens jeunes. Mais c'est quand même c'est quand même un milieu qui est actif et c'est ça, dans un souci de transmission, oui, là, on pourrait dire. Dans un souci de transmission, je pense qu'il y a toujours cette frontière-là entre la préservation, la documentation et la création. Puis je pense que ce dialogue-là est très riche actuellement, j'ai l'impression. Il y a des questions qui se posent. Je pense qu'il y a un dynamisme, là. Il
On sent en danse et je pense en musique aussi un genre de momentum actuellement où est-ce qu'il y a plusieurs choses en place grâce à des gens qui ont fait du merveilleux travail avant nous. Il y a des choses qui ont été mises en place pour qu'on puisse maintenant avoir un plus grand regard sur le répertoire, qu'on puisse s'amuser avec. Puis nous, à l'inverse, je pense qu'on part quasiment de l'inverse, c'est-à-dire que on a été beaucoup formés comme danseurs-danseuses à partir des créations, puis de quelque chose souvent pas fabulé, mais les racines traditionnelles, entre guillemets, étaient très lointaines. Puis on a appris à giguer, oui, mais à travers des chorégraphies qui étaient très créatives, là, si je peux le dire comme ça. Puis actuellement, je pense qu'il y a un plus grand souci de retourner vers un répertoire, vers de la documentation, puis essayer de comprendre un peu plus ce qu'on fait. On est comme un peu à l'inverse, j'ai l'impression, là, par rapport à ce que tu décris. Parce qu'on est très peu à avoir appris auprès de personnes qui ont une pratique comme depuis familiale et, disons, ancestrale, là, entre guillemets. Là. Puis je dirais que le défi peut-être particulier de la danse, c'est les traces qui sont peut-être moins visibles que la musique. La musique, on peut l'écrire. C'est un langage qui est quand même universellement connu, la partition, la danse, il y en a un langage de danse, mais... le laban? Le laban, la technique laban, mais tu sais, à part Pierre Chartrand au Québec, il n'y a pas personne là, qui est capable de lire, donc c'est... Ah, je pensais que tu étais capable, Jo. Ah, je dirais pas ça. C'est une notation... C'est une notation, c'est vraiment comme un travail de partition, où est-ce qu'on peut vraiment voir le mouvement du danseur, ou de la danseuse par des traits, par exactement le même principe qu'une partition musicale. Donc, théoriquement, tu pourrais lire à vue et danser à vue. Oui. Enfin oui, lire à vue, ça n'avait pas de sens, mais danser à vue. Donc, quand Pierre écrit ses pas, qu'il va enseigner, souvent, sur un bout de papier, il va s'écrire sa partition en laban, puis là, après ça, il la regarde, il la lit, puis là, il peut faire les pas de jig en lecture à vue. Ok, wow. Ah, je savais pas que ça existait. Ça pose comme le même problème, parce que puisque personne ne peut lire son écriture, la transmission est quand même un peu bloquée. Là. C'est le défi de la danse, là. C'est une transmission qui est peut-être plus complexe, ou après ça, même au niveau technologique, au moment où est-ce que des ethnologues parcouraient le Québec pour des audios, pour enregistrer du son, tout ce qui est danse, c'est un peu plus difficile. Ça demande de la vidéo, ça demande des technologies un peu plus avancées. Ça devrait être moins le cas maintenant, vu comment la technologie avance et qu'on a des appareils de plus en plus petits. Parce que c'est sûr, à l'époque, quand je parle à l'époque, c'était, mais on va dire 50 ans, mettons faire du collectage de vidéos, l'espace de stockage, enfin toutes les contraintes qui venaient avec, je pense que ça rendait ça un peu impossible. Mais par contre, aujourd'hui, je pense à l'avenir, ça va être de plus en plus possible, je pense, d'avoir des archives de gigs, non? Oui, après, le défi demeure que les pratiques dites traditionnelles sur le territoire sont moins nombreuses aujourd'hui. Donc, de trouver les praticiens, souvent, ils vont être plus âgés, ils vont être plus peut-être moins en forme. Donc, mais il y a des exercices de collecte qui se font actuellement là, en danse. Il y a eu un beau projet en Gaspésie qui a été fait avec justement Pierre Chartrand, Yaël Azoulay. Il y a un gros projet aussi en lien avec le territoire justement où Philippe Jeté de l'organisme Les Petits Poges acadiens a eu comme projet de permettre aux Lanaudoises, donc les gens de la région de Lanaudière, de se réapproprier leur patrimoine vivant. Donc il y a tout eu un processus de collecte et ensuite de transmission ou de retransmission pour que les gens qui habitent le territoire puissent apprendre c'était quoi ou c'est quoi les danses là, qui sont propres à ce territoire-là. Mais c'est comme si j'ai l'impression on a parcouru un peu vos parcours, justement. Ça nous a amenés en Europe, puis dans les maritimes, si je peux exprimer ça comme ça. Oui. Puis je me demandais si vous, comme aujourd'hui, à travers votre pratique, profession, mais juste vie courante, il y a un territoire duquel vous vous sentiez plus appartenir ou comment ce territoire-là, vous le nommez, comment ça peut vous habiter, c'est lequel? Parce que j'ai l'impression, à vous écouter, que c'est quand même très multiple. Je veux pas choisir une style de musique pour mon avenir. J'aime avoir des projets avec des musiciens différents, mais maintenant, j'ai un projet pour transcrire les compositions de Michel Bordelot parce que j'ai beaucoup transcrit des airs. C'est difficile, c'est quand même vraiment un travail précis. Et moi, je suis capable de le faire, de mettre des heures, puis c'est beaucoup de travail, mais je pense que ça vaut la peine, surtout pour des compositions qui ne sont pas enregistrées ou jouées dans les jams. Donc, il a plus une centaine de compositions pas enregistrées, pas jouées.
Donc, on a décidé de faire ce projet-là, de faire des enregistrements. Moi, j'écris des partitions. Il lit pas la musique, donc c'est vraiment une collaboration intéressante. Puis on va finir avec un livre ou un site web, on ne sait pas encore. Je me mets dans le monde de musique trad au Québec maintenant. C'est mon petit bébé, mon projet. C'est le territoire puis oui. qui t'occupe actuellement. Oui. Puis est-ce que tu dirais que pour toi, c'est comme le territoire, c'est le Canada? Oui. Oui, c'est les compositions plus contemporaines que m'intéressent maintenant dans ma vie. Et dans mes projets personnels, c'est de renouveler les tunes plus anciennes avec une twist contemporaine de maintenant. Donc, j'aime apprendre les compositions de plus modernes, mais aussi, je joue la musique très ancienne. Ouais, c'est très vivante, la musique trad, et j'adore ça. Et pour toi, Effie? Je pense, j'ai une hiérarchie dans ma tête. Enfin, dans mon ventre, là, parce que je trouve la musique trad, là, moi, je la vis dans mon ventre. C'est quelque chose qui va me serrer les tripes, comme on dit, ou pas. Ou moins, je veux dire. Là, la musique bretonne, moi, ça m'a foudroyé à 8 ans. J'en ai pas toujours fait de manière continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment repris plus, il y a 6-7 ans, ma pratique de musique bretonne, mais j'y avais été exposé quand j'étais petit et pendant mon adolescence. Ça m'a jamais quitté, en fait, de jouer de la musique bretonne ici. Ça m'a paru une évidence, ça a toujours été là, et j'ai pu passer quelques années sans jouer de musique bretonne, vraiment, il y a 10 ans, là. Mais ça a fini par revenir au grand galop. Après, maintenant, il y a une autre musique que je me sens appartenir, et c'est la musique trad québécoise. Alors, j'en fais pas autant que je voudrais aujourd'hui. Et je me demandais pourquoi, par rapport à la musique irlandaise, mettons, mais c'est parce que je suis en contact avec les gens, en fait. Je pense qu'il y a le côté social, et le côté de... je vis la musique traditionnelle québécoise au Québec, avec les gens, avec les acteurs de cette musique. Donc, j'ai l'impression d'être à la source du truc. Et donc, quelque part, je me sens plus proche. Genre, je fais plus de musique irlandaise, mais je me sens plus attaché à la musique traditionnelle québécoise. Et pour rebondir sur l'irlandais, la musique irlandaise, c'est une des musiques traditionnelles qui est le plus jouée dans le monde, jusqu'au Japon maintenant. C'est un truc de fou. Tu peux pas mal voyager avec ça. Alors, moi, de mon expérience, il y a quand même ce petit côté... J'ai jamais mis les pieds en Irlande de ma vie encore. J'aimerais bien. Mais il y a un petit peu ce côté, pas imposteur, mais... Non, c'est pas imposteur, mais... Je joue de la musique qui vient de quelque part et je viens pas de là, en gros. Il y aura toujours un petit peu... J'ai un accent, moi. En musique irlandaise, je le sais, j'ai un accent breton, je pense. Et je mets un point d'honneur à mettre des éléments de langage de musique bretonne dans la musique irlandaise. Mais pas l'inverse, par contre. Ça, c'est réglé. Et pareil, le québécois, je m'interdis de mettre des éléments de langage de la musique irlandaise parce que sinon, ça sonne trop irlandais. Et maintenant, je mets des éléments de musique bretonne, enfin des techniques en québécois parce que je trouve que ça marche mieux entre... Donc, pour moi... Tu sens une légitimité de le faire, en fait. Le fait de te sentir appartenir à ces deux cultures-là, ça donne une confiance de jouer avec. C'est ça. Je pense aussi que l'exposition avec le fait de... Parce que j'ai pas vu beaucoup, en fait, d'Irlandais jouer de la musique devant moi, irlandaise. Alors que la musique québécoise, elle est jouée devant moi, en fait. Je pense donc j'ai plus d'informations, j'intègre plus de choses et c'est comme si maintenant j'en ai quand même plus une meilleure idée qu'avant, quand même. On est quand même assez peu de flûtistes. Je pense à Alex de Grosbois-Garand, Nicolas Williams, Marie Marceau. Il y en a d'autres, mais on n'est pas dans les dizaines, dans des dizaines de flûtistes, on va dire. Et il y a beaucoup de choses à construire, je pense, en termes de jeu de flûte en trad québécois. Il y a déjà des choses, Jean Duval aussi, je pense, à qui je pense là, mais... où en gros, il y a déjà des personnes qui ont commencé à développer un langage en flûte, mais j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à faire, et c'est pour ça que... Donc, au niveau de la hiérarchie, finalement, est-ce que c'est vraiment hiérarchique ou c'est pas plus circulaire? C'est des parts de toi qui se... Ah ouais, j'aime bien ce schéma. Qui se composent. On va dire que c'est les cercles de relations, là. OK. Alors, on va dire que je pense que la musique québécoise et le breton font partie de mon cercle familial, on va dire. OK. Et la musique irlandaise... Bon, un petit peu, on se connaît bien, mais il y a encore un petit côté où j'ai pas encore... je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Mais en fait, c'est ça, j'avais envie de pointer le fait que c'est comme si la musique irlandaise, c'est un territoire imaginaire pour toi, ou c'est comme un horizon. Ben, imaginaire dans le sens que c'est dématérialisé. Tu n'as pas été en Irlande directement. C'est concret, c'est-à-dire que tu écoutes la musique, mais physiquement, c'est pas là, alors que le Québec, puisque tu es ici...
tu œuvres ici, ben c'est à travers ça que la transmission aussi se passe. Là. Juste le fait d'être sur le territoire physiquement, c'est là que ça devient aussi... Ça te permet de l'habiter un peu plus en tant que musique. Là. Il y a ça, mais il y a aussi en fait la musique irlandaise, on le sait pas trop, enfin faut se renseigner là-dessus quoi, c'est qu'il y a plusieurs pays en Irlande en fait, selon les régions dans cette île, c'est comme en Bretagne pareil, tu traverses une rivière, c'est un autre pays quoi, ils parlaient même quasiment pas la même langue et en fait tu te dis, en fait la musique irlandaise c'est super bien exporté dans les autres pays, mais pas tous les genres, donc on va avoir surtout les reels, les hornpipes, les gigs, slide, mais en fait il y a plein d'autres genres de danse qui sont vachement moins connus en fait. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on l'utilise avec une certaine abstraction. Là. On réfère à la musique irlandaise, mais on ne connaît pas ses subdivisions. Du truc, en fait. Exactement. Et moi, c'est pour ça, en fait, je réponds même un peu pourquoi je me sentais comme ça par rapport à ta question tout à l'heure, là, mais c'est juste que je ne m'y connais pas encore assez en musique irlandaise, alors que ça fait 16 ans que j'en fais, quoi. Okay. Les autres parties de cette musique se sont moins bien exportées. C'est difficile de trouver des thèmes, de trouver des gens qui vivent de cette partie de cette culture à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il faut venir, je pense qu'il faut aller, il faut y aller. Ouais. Ben, ou à l'île du Prince-Édouard, là, si j'ai bien lu. Ça revient au même, finalement. J'ai peut-être une dernière question, parce que je profite du fait que vous êtes musicienne. Nous, on est des danseurs et danseuses. On parle souvent d'une frontière entre les deux dans certaines pratiques, ou est-ce que la musique et la danse peuvent vivre indépendamment ou pas? J'aimerais ça vous entendre là-dessus, d'un point de vue de musicien ou de musicienne. On a parlé tout à l'heure de la musique baroque, qui avait peut-être un point commun du fait que c'est la musique pour la danse. Oui. Quand tu parlais de la musique irlandaise, tu mentionnais qu'au final, tu as parlé en termes de danse, mais en parlant de musique. C'est quoi, vous, votre conception de cette relation ou de cette séparation entre la musique et la danse? C'est vraiment important pour moi, la connexion entre la musique et la danse. Pour moi, la musique irlandaise, je l'ai découvert à cause de mes cours de danse irlandaise. J'ai pris des cours de gigue irlandaise, de danse écossaise aussi, au Cap-Breton. Donc, je sais à quel point c'est important, le lien entre la musique et la danse. Et je pense tout le temps à ça. C'est toujours dans ma tête. OK, s'il y avait des danseurs avec moi, comment est-ce que je vais jouer cette pièce-là? Et je préfère jouer avec les danseurs que seul. C'est plus le fun. Il y a une bonne relation. Quand le gigueur ou la gigueuse a intégré les rythmes de la pièce avec les pas de danse, c'est vraiment spécial. C'est ma chose préférée avec la danse et la musique. On dirait, point de vue de danseuse, tu décris quand même vraiment le sentiment aussi. Je pense qu'on peut avoir inversement nous aussi. Là, quand les musiciens, vous êtes là, c'est vraiment un autre sentiment. Là. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mettons, si tu enlèves la danse de la musique trad, tu te retrouves avec la mélodie, mais sans le groove, en fait. Donc, ça peut être utilisé, c'est joli, hein, mais bon, ça reste des trucs très pentatoniques parfois. Enfin, ça dépend le genre, mais en musique bretonne, notamment, c'est quand même... Les thèmes sont très, très simples et pas très intéressants quand tu l'enlèves de leur contexte. Par contre, si tu veux comprendre la groove, et ça, je parle en musique bretonne, mais en irlandais, pareil... Moi je suis pas danseur, mais je connais au moins le minimum de c'est quoi les pas en fait de ce que je joue. C'est ça qui me donne en fait quelle technique je vais utiliser, pourquoi je vais appuyer ce temps plus qu'un autre. Pour moi l'un ne va pas sans l'autre quoi. Et pour la musique québécoise, alors, dans les événements de danse qui sont liés aux différentes musiques trad, les veillées trad québécoises, c'est ce que j'ai le moins fait. Je suis le moins expérimenté là-dedans. Donc j'aimerais bien en apprendre plus là-dessus, mais le truc qui m'a fait me débloquer en musique québécoise à l'époque, là, c'est quand j'ai écouté l'album de La Grosse Maison Rouge d'André Brunet et que j'ai eu une obsession sur la podorythmie en fait. Et quand j'ai appris à faire de la podorythmie, après genre, je suis pas hyper à l'aise non plus là-dedans, ça m'a ouvert complètement, ça m'a rebranché le cerveau. Quoi. Je suis assez visuel là, mais je vois la mélodie complètement avec une nouvelle topographie. Enfin, c'est comme une lecture, une lentille de lecture, je trouve. Le fait de savoir d'où vient ce que fait la danse à côté. Et voilà, j'espère que c'est assez clair. Oui, c'est intéressant. Je suis allé justement voir Cavaz en spectacle à Lorient, en Bretagne, l'été passé. Wow. Puis j'étais vraiment impressionné du public. Et c'était c'était un peu comme un choc culturel que j'ai vécu. Le public, peu importe la musique qui était jouée, avait une danse à faire sur cette musique-là. Et quand c'était une musique qui n'avait pas de danse pour eux, par exemple, quand vous jouiez un reel québécois, qui n'a pas de danse bretonne qui existe nécessairement inventée là-dessus, le public
en choisissait une, puis la faisait. Donc, le public se mettait à faire des scottish sur des musiques sur un rire québécois. Puis je trouvais ça incroyable de voir à quel point le public était finalement que des gens qui voulaient danser, puis que le spectacle de musique, en fait, c'était pas un spectacle qu'on regardait de façon passive, comme parfois au Québec, on peut voir, mais tout le monde dansait sur toutes les musiques de tous les bands. C'était vraiment incroyable. Ça, j'allais dire, c'est intéressant parce qu'on est parti de la musique, mais tu nous as ramenés au pied puis à la podorythmie. Puis depuis le début, on est sur la question du territoire. On dirait que l'ancrage revenait. Quand tu as dit que tu as rebranché le cerveau, c'est juste... Ça a été une façon, finalement, de sentir la pulsation ou quelque chose, comme tu as dit, la groove. Ou c'est plus... c'est comme si tu apprends une langue, en fait. Et OK, les syllabes, ça ressemble à... Donc, le français, pour moi, là, ça ressemble à ça, mais je comprenais pas. Et puis, à partir du moment où tu prends cet élément... donc, moi, c'était la podorythmique qui me manquait, surtout. Bah là, les phrases, elles font du sens, en fait. Comme si, d'un coup, je comprenais 60% de plus d'informations de ce qui se passait. Ah, c'est pour ça qu'ils font ces espèces de syncope à la fin de la phrase. Enfin, je dis ça au-dessus de par-dessus de la tête, là, mais c'est des exemples, quoi. Mais voilà. Hey, merci à vous. Merci François-Xavier. Merci Kate, merci pour votre participation. C'était le podcast Pour la suite de La Revoyure. Pour voir comment ces réflexions-là vont se refléter sur scène, on vous invite évidemment à la prochaine édition des Manteaux sur le lit et des bottes dans le bain qui est le 28 février, mais aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir nos futurs événements qui vont être annoncés aussi en temps et lieu, notamment peut-être au mois de novembre, la Veillée des morts et peut-être des spectacles par-ci, par-là en été. On remercie grandement David Tessier à la réalisation et à la production de ce balado. On remercie également Thierry Clouette pour la musique, porte-parole pour l'accueil dans ces beaux studios. Merci au Conseil des arts et lettres du Québec pour le soutien. Et finalement, merci à nos recherchistes Marie-Ève et Jonathan. Merci, Jo. Puis, en fait, surtout, merci à vous. On présume certains auditeurs, auditrices qu'on aimerait peut-être qualifier de geeks de trad, qui vous êtes rendus d'abord à la fin de l'épisode, mais qui avaient aussi envie de réfléchir à la question. Puis, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir, entre guillemets, pour poursuivre les réflexions, puis à nous envoyer vos commentaires. Là, on est quand même bien ouverts et humblement très débutants. Donc, c'est le plaisir de réfléchir ensemble qui nous intéresse. Fait que n'hésitez pas à nourrir la réflexion, vous aussi.